Bonjour tout le monde. Rebonjour. Moi, je suis Sarah Belkacem, je travaille avec FARD, je suis membre de FARD à Oran, Femmes algériennes revendiquant leurs droits. Je suis coordinatrice projet et du coup la santé sexuelle et reproductive c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque je travaille essentiellement sur des programmes dans cet axe et je suis sage-femme de formation et j'ai exercé sage-femme pendant quelques années. Donc, est-ce que tu peux mettre ma présentation, s'il te plaît? Moi, je vais aborder la santé sexuelle et reproductive, donc je vais redire un petit peu des concepts que tu as abordés, mais c'est super intéressant pour voir que, en fait, comme l'a expliqué Dalila, on a théorisé en fait ce concept. C'est-à-dire que, comme elle l'a bien dit, ça a été un cheminement. On est passé de sujets qu'on n'osait pas aborder à des choses qu'on a conceptualisées, travaillées et même politisées. Donc la santé sexuelle, pour reprendre une définition, c'est le bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation à la sexualité. Et non pas simplement l'absence de maladie et de dysfonctionnement ou d'infirmité. Ça reprend vraiment la définition qu'on connaît tous de la santé, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le bien-être physique, mais ça comprend quelque chose de beaucoup plus holistique. La santé reproductive, quant à elle, c'est toujours cet état de bien-être général, physique, mental et social, mais qui concerne essentiellement l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Comme elle l'a expliqué, on était parti essentiellement au début de la santé reproductive. Plus tard dans les années, je ne vais pas reprendre les dates, etc., pour ne pas embrouiller, on a parlé de santé sexuelle. Mais qu'est-ce que ça implique en fait tout ça? Ça implique, si tu peux passer, ça implique que la santé sexuelle, pour parler de santé sexuelle, il faut des services. Mais il faut des services qui incluent aussi bien la prévention que le traitement des IST par exemple, et surtout l'accès à l'information, l'éducation et la communication sur la sexualité. Quand on a parlé de santé sexuelle entre États notamment, on parlait beaucoup de prévention des grossesses adolescentes et de promotion d'une sexualité saine, responsable et respectueuse. Parce que c'était ces axes-là qui allaient être garants de développement en fait dans beaucoup de pays. La santé reproductive, elle implique du coup de mener une vie sexuelle satisfaisante. On ne peut pas parler de santé reproductive satisfaisante s'il n'y a pas de santé sexuelle satisfaisante. Mais aussi l'accès à une information concernant la planification familiale et l'utilisation de la méthode contraceptive de son choix. Et du coup, l'accès à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien leur grossesse et leur accouchement. Tout ça, ça a mené à cette définition de santé sexuelle et reproductive qui a été théorisée au Caire en 1994 dans une conférence internationale qui avait regroupé plus de 180 pays. Donc elle est longue, mais je vais la lire parce que les mots sont importants. C'est un bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine. Donc on parle de personne, on ne parle pas de femme ou d'homme. Pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité. Elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent et aussi peu qu'elle le désire. Cette condition implique d'hommes et de femmes ont le choix d'être informés et d'utiliser la méthode de planification familiale de leur choix. Méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé. Finalement, cette définition, qui a 30 ans presque, elle reste très utilisée, très acceptable. La seule chose qu'on remet en question maintenant, c'est la notion de couple. C'est-à-dire qu'on continue à réduire quand même la procréation au couple. Mais à part ça, tous les mots sont quand même très intéressants et c'est pour ça qu'on la garde et qu'on l'utilise beaucoup encore. Et du coup, avec cette définition, on a parlé de droit à la santé sexuelle et reproductive. La conférence du Caire, qui a 30 ans maintenant, elle est sortie avec un plan d'action qui préconisait aux États de mettre en place des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle et reproductive. Dans ces principes, j'en ai repris 2. Promouvoir l'égalité entre les sexes et l'équité, ainsi qu'assurer la promotion des femmes, l'élimination de toutes les formes de violence à leur encontre
et veiller à ce que les femmes aient les moyens de maîtriser leur propre fécondité, qui sont des éléments capitaux des programmes relatifs à la population et au développement. Les droits des femmes et des filles font indéniablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne humaine. Et du coup, les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, un accès universel aux services de santé, y compris ceux qui ont trait à la santé en matière de reproduction, qui comprend la planification familiale et la santé en matière de sexualité. Du coup, le droit des SSR, c'est le droit à la santé sexuelle et reproductive, implique finalement le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, autonomie physique et respect de la vie privée, sécurité et protection, santé, information et éducation, dont l'éducation sexuelle. On va passer sur ces slides. En fait, ça c'était juste pour montrer qu'il y a des instruments juridiques qui sont internationaux, beaucoup de conventions. Il y a eu beaucoup de dates quand on parle de santé sexuelle et reproductive, mais finalement, on voit bien que en fait, ça s'est fait avec l'évolution aussi du mouvement féministe qui a emmené ce sujet au devant de la scène et qui a mobilisé la communauté internationale. Donc beaucoup de conventions internationales abordent le sujet. On peut passer ces slides, on peut passer l'autre aussi. Et c'est donc mentionné dans les objectifs de développement durable. Au début dans les objectifs du millénaire et puis qui ont été repris dans les objectifs de développement durable. Tu peux passer. Voilà, notamment l'objectif 3, bonne santé et bien-être. Je ne les relis pas, mais après on peut partager ces documents. Et objectif 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Tu peux passer. Ce qui est intéressant ici, c'est les déterminants. Les déterminants de la santé sexuelle et les catégories de barrières à l'exercice de la santé sexuelle. Et surtout, de l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle et reproductive, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on va partir de la jeune fille, adolescente. Aujourd'hui, je vais décider de parler que des femmes, des personnes de sexe féminin. On va partir de cette jeune fille adolescente à la puberté jusqu'à, peut-être, si elle le souhaite, son rôle de mère. Et en fait, dans tout ça, elle a besoin d'éducation, d'information, mais surtout d'accéder à des services. C'est ce qu'on appelle un continuum de soins, qui va, du coup, des services de référence, les structures sanitaires de proximité, et toutes les personnes qui peuvent accompagner ces femmes qui sont en âge de procréer. Donc, au long de leur parcours d'adolescente, de femme et de mère. En théorisant, en reprenant toutes les problématiques, on se rend compte qu'il y a toujours 3 barrières. Enfin, on pourrait toujours les sectoriser en 3 barrières. Il y a les barrières géographiques, les barrières financières et les déterminants socioculturels. Les déterminants socioculturels, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des normes, des valeurs, des savoirs, des pratiques populaires en lien avec la santé qui régissent les manières de faire, de dire, de penser la santé, la maladie ou encore le soin. En un mot, le tabou. Les barrières géographiques, donc ça c'est toujours la distance physique entre la personne et l'offre de soins. Et les barrières financières. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, je coordonne le projet au Jardin des Femmes. Le Jardin des Femmes, c'est quoi? C'est un lieu, je le dis parce que c'est en lien, c'est un lieu où on va accueillir les femmes en proposant des services qui sont bien aussi de soutien psychologique, que du counseling médical, que de l'écoute et de l'accompagnement juridique, mais aussi social. Et en fait, tout ça, c'est de la santé sexuelle et reproductive. C'est indissociable. On ne peut pas parler juste de santé, juste de procréation, juste de contraception, sans prendre en considération les besoins financiers de la personne, son origine géographique ou sociale, si c'est une femme migrante, si c'est une femme algérienne vivant juste à côté du lieu, mais aussi ses croyances et ses déterminants socioculturels. Donc en fait, quand on peut parler de juridique tout en parlant de santé sexuelle, on parle surtout de psychologique en parlant de santé sexuelle. En Algérie, par exemple, c'est intéressant. Si on regarde la loi, la santé est accessible à toute personne. La santé sexuelle et reproductive, notamment aussi, il existe des plannings familiales partout qui sont très accessibles au niveau géographique. Ça, c'est la théorie. En pratique, on n'a pas toujours accès à la contraception de son choix,
on ne la trouve pas toujours disponible, les examens complémentaires ne sont pas toujours disponibles, et surtout ce tabou qui bloque beaucoup de personnes à accéder à ces services. La plupart des jeunes filles et des jeunes hommes n'ont pas conscience qu'ils peuvent accéder à ces services de planning familial, alors qu'en théorie, ils peuvent y avoir accès, et on a déjà vu des hommes consultés ou des couples consultés dans les plannings familiaux. Mes collègues, vous me reprenez ou vous complétez si vous le souhaitez, ou plus tard vous pourrez en parler. Donc voilà. On pourrait parler des lois, ce qui est intéressant, c'est de parler des réalités de terrain, parce que les barrières finalement sont toujours dans la réalité. Et du coup, la connaissance du cadre légal, elle est toujours essentielle. Finalement, quand on éduque les personnes à connaître leurs droits, à savoir ce qui existe ou n'existe pas dans le pays et comment y accéder, elle saura beaucoup plus facilement se débrouiller à accéder à sa santé sexuelle et reproductive. Finalement, on accède à sa propre santé sexuelle. Mais ça ne passe que par l'éducation et l'accompagnement. Et un cadre légal aussi qui accepte certaines pratiques. Quand je discutais avec Amina tout à l'heure, elle me demandait est-ce que j'avais mis des lois, et puis je lui ai répondu non, parce que finalement en Algérie, les lois, elles sont assez bien faites, et la seule chose qui poserait problème, à mon sens, ce serait l'accès à l'IVG. Parce que dans cette convention, dans le droit à la SSR, c'est fondamental d'accéder à l'IVG, ça reprend toutes les définitions dont on a parlé tout à l'heure. On ne peut pas parler de sexualité saine ou de reproduction saine si la femme n'a pas le choix de mener une grossesse à son terme ou pas. Donc finalement, ce serait la seule entrave légale. Tout le reste est accessible, mais encore une fois, c'est en pratique. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à la pilule du lendemain, en tout cas dans la majorité des villes. Je ne veux pas dire d'erreur, donc je pondère, mais j'ai l'impression que c'est partout. La contraception n'est pas accessible, mais surtout, je reviens toujours sur cette information. Si on parle dans cette salle et qu'on faisait juste un petit sondage, je pense que très très peu connaissent tous les modes de contraception qui existent, comment y accéder et à quel âge on peut les poser ou des fausses questions. Parce que nous n'avons eu aucune éducation à la sexualité, à la santé sexuelle, ce qui devrait être fondamental. Toujours dans ces conventions et dans ces axes de travaux, on a défini... Oui, t'es vraiment en avance. Voilà, on est des axes d'intervention qui sont recommandés. Donc toujours la considération des déterminants socioculturels, les tabous, la promotion de l'éducation, la santé et l'empowerment, lutter contre les barrières financières, donc accéder par exemple à la contraception gratuite ou au moins à des consultations gratuites. Ce qui se fait par exemple pour les grossesses. On sait que en obstétrique, ça c'est assez bien pris en charge, tous les examens obligatoires sont pris en charge. Et surtout, pérenniser les actions, ne pas avoir des actions à court terme. Je vais m'arrêter là parce qu'après la suite, ce seraient les idées pour les ateliers, ce seraient des idées de sujets de réflexion pour les ateliers. Voilà.